Bonjour à tous et bienvenue à Loin de sans foot. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel et Sidney Faux pour une émission où on va jaser du CF Montréal qui est dans une course à finir pour les séries éliminatoires en MLS, de l'équipe nationale du Canada chez les dames qui va d'une tournée célébration, de la Ligue des champions qui a eu sa troisième journée de la phase de groupe et on répondra comme on le fait chaque semaine à vos questions dans notre section Sujet chaud. D'abord les gars, comment ça va? Passez une bonne semaine? Très bien, excellente semaine, merci. Oui, mais là, je suis un peu inquiet, Jean, parce que tu dis oui, très bien, mais ta tête va de gauche à droite comme si c'était non. Je ne sais pas si tu es en train de pas nous dire quelque chose ou si tu es en train Non, non. d'overrider en bon français ce qui s'est passé dans la dernière Non, semaine. non, 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 ça va. Ça va bien. Non, ça va bien. Merci. Bon, d'accord, tu me rassures. Les gars, on va enchaîner tout de suite, si vous le permettez, avec notre segment à domicile. Sid, difficile du côté du CF Montréal d'avoir des feelings plus différents, même si le résultat est identique d'un point de vue comptable, du moins. Match nul de 2-2 au stade Saputo pour les hommes de Wilfrid Nancy. Ça, c'était samedi dernier face à Philadelphie, alors qu'hier, on enregistre toujours le jeudi matin. Hier, du côté d'Orlando, les hommes de Nancy sont revenus de l'arrière pour faire 1-1. Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est pas les mêmes contenus, pour les 2 matchs, s'ils sont strictement identiques. Par contre, il y a peut-être des éléments, communs, comme le caractère, parce que dans les 2 matchs, tu étais revenu, de l'arrière et on sait qu'on a beaucoup parlé, des points perdus, par le CF, Montréal et c'est assez appréciable de les voir, changer un petit peu le scénario, qui, était défavorable pour, bah, du côté de Philadelphie, un peu la faute à pas de chance, et aussi le manque peut-être de tranchant dans le dernier tiers parce que si tu te Mhm. retrouves à 2-1 sans que Philadelphie ait fait quoi que ce soit. Par contre, tu n'as pas eu non plus de nombreuses occasions, bien que tu as la possession, du ballon. Donc bon, de là à aller à possession stérile, je le sais pas, mais il y a un profil de joueur, devant avec justement l'insertion de Milevic, donc à la passe de Kyoto, qui fait en sorte que on ne déclenche pas très souvent des tirs, on n'est pas très souvent dans cette configuration-là. Donc ça finit par être préjudiciable contre Philadelphie. Et du côté d'Orlando, bah, tu avais quand même une équipe qui était plutôt supérieure, du moins en première mi-temps, qui a pu asseoir sa domination au milieu de terrain, notamment. Et sans un très grand Camacho, bon, on a une autre discussion. Mais c'est sur la route, ça fait quand même 4 points sur 6 sur la pelouse d'Orlando. C'est un point très important lorsqu'on voit ce qui s'est passé dans les autres de MLS. Donc, quand même, je retiens que c'est une équipe qui continue d'engranger des points et qui refuse de perdre. Et ça, c'est très appréciable pour la suite. Avant de passer à Jean, Sid, je veux revenir sur un élément que tu as souligné, cette notion de possession stérile. C'est vraiment intéressant parce que je ne l'ai pas vraiment vu comme ça, moi, mais je vois très bien comment on pourrait l'interpréter de cette manière-là, puisqu'on a le ballon. En première mi-temps, face à l'Union de Philadelphie, de mémoire, il y a un moment où c'était 78 de possession à la faveur du CF Montréal. Mais j'ai pas le feeling de voir une équipe qui s'en va nulle part avec le ballon. J'ai quand même le feeling de regarder une équipe qui veut aller vers l'avant. Le problème, c'est que cette dernière passe-là qui peut lancer un Romel Kyoto, un Sunusi Ibrahim, quand tu n'as pas ces profils-là, ben, au lieu d'y aller euh, d'une dernière. En fait, c'est qu'on est très proactif pour se rendre dans le dernier tiers. Et là, je veux t'entendre là-dessus. C'est rendu là qu'on a l'impression qu'on arrive un peu à court de solution. Un des exemples, parce qu'on se focalise beaucoup sur les milieux offensifs, sur les attaquants, ben, ceux qui jouent le rôle d'attaquant parce que c'est des milieux de terrain depuis 2 matchs. Zachary Broguillard face à Philadelphie, c'est un bon exemple. Percutant pour se rendre en tiers offensif. Et une fois qu'on arrive là, c'est comme si on appuie sur pause puis on se demande ce qu'on devrait faire. Oui, et je pense que c'est pour ça que ça devient stérile, puisque le but est quand même de tirer. On dirait que le résultat, c'est de marquer, mais le but, c'est de tirer. Mhm. Et il y a des très grandes équipes qui ont eu aussi ce label, hein. Je peux te citer des Arsenal ou des Le Barcelone, Barça, ah ouais. qui pouvaient être à 65% de possession et qu'on qualifie de stérile. Donc, c'est parce qu'il y a une finalité qui, lorsqu'elle n'est pas présente, forcément, tu te demandes mais pourquoi tu as le ballon. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup de ballon pour aller marquer. Puis aujourd'hui, bon, le foot moderne fait en sorte que la transition rapide devient un petit peu la manière de jouer des équipes.
Et donc, tu vois encore plus ce type, enfin, c'est encore plus flagrant lorsqu'une équipe a beaucoup le ballon et finalement, tu as l'impression Mhm. qu'il n'en fait pas grand-chose. Donc, c'est un petit peu ça. Donc, il y a eu fait un petit peu, et je crois que ben, Zachary Broguière, c'est plus le symptôme qu'une cause, puisque si tes milieux offensifs et tes attaquants sont toujours à la recherche d'une extra passe, sont toujours à la recherche des positions ultra favorables pour tirer, ben, je pense que ça te déteint aussi sur le reste de ton lit, ben, dans ces situations-là, un peu moins spontané. Le jeu va faire aussi cette extra passe en fait, on arrive dans une culture où on va attendre d'être dans une position ultra favorable, bah, comme le but de Milevic d'ailleurs, où il était dans une position ultra favorable, bien trouvé Mhm. par Mihailovic, pour déclencher. Donc oui, c'est un brin négatif, je dirais quand même, donc comme cette étiquette-là de possession stérile qui a été là contre Philadelphie, mais pas contre Orlando, où on était plus dans les Mhm. anciennes recettes pour aller marquer des buts. Mais oui, c'est quand même à corriger. Je pense que Nancy l'a souligné en conférence de presse. Il veut voir son équipe plus tirée et qu'il n'est pas satisfait de ça. On est aujourd'hui dans les statistiques qui sont quand même que Montréal, dans le dernier match, a pris deux fois moins de tirs que ses adversaires. Donc Mhm. Mhm. ça, c'est moins. Je pense que c'est pas une volonté. Et Kyoto, notamment, est aussi très responsable, enfin, l'absence de Kyoto est aussi très responsable de ce type de statistiques. Ouais, il ne faut pas oublier celle de Mason Toy aussi. Je comprends qu'on s'est Yeah. habitué depuis longtemps au fait que Mason Toy allait pas être là, mais c'est 15 buts, ça, sur ta saison, que tu n'as pas, avec tous les tirs qui, évidemment, viendraient avec. Jean, tu es à la couverture Mhm. de la MLS depuis l'entrée du club dans le circuit Garber en 2012. As-tu déjà vu une course aux séries comme celle-là? J'essaie de vous résumer rapidement, là, mais en gros, ce qu'il Wow. faut comprendre, c'est que de la troisième place à la 11e, tout le monde peut soit faire ou être éliminé des séries éliminatoires. La troisième et quatrième place sont toujours prenables, même pour une équipe comme le CF Montréal qui est en sixième place. Ça, pourquoi on parle de la troisième et quatrième? C'est parce que ce serait un match à domicile en séries éliminatoires. Le CF Montréal, après 30 matchs, est en sixième place avec 42 points. Devant lui, Atlanta à 43, Orlando et Philadelphie à 46. On oublie Nashville qui est en deuxième place avec 49 points et surtout la Nouvelle-Angleterre à 69. Ça, c'est ce qu'il y a devant le CF Montréal. Derrière, maintenant, en septième position, c'est DC United à 41, ex aequo avec New York City FC qui est à 41 également, mais qui est derrière en raison du différentiel. Et les Red Bulls ont 40 points. Les Red Bulls qui ont une neuvième place en ce moment, mais surtout un match Un en match. main. As-tu déjà vu une course aux séries comme celle-là? Non, non, non. Et on n'avait pas totalement discuté de ce sujet avant de préparer l'émission, mais j'étais exactement en train de refaire un petit peu les mêmes calculs que toi et de regarder un petit peu ce qui s'en venait. Et tu regardes le calendrier, c'est malade. Sur simplement la semaine qui vient, parce que si Montréal a un déplacement, on va voir ce que ça va donner à Toronto. Dans le même Mhm. temps, tu vas avoir, je regarde, New York City DC United et Columbus Red Bull. Ça, c'est déjà pas mal durant le week-end. En milieu de semaine prochaine, il y a mercredi prochain, il y a des matchs. Montréal va être ailleurs, mais il y a aussi Ouais. des matchs de MLS. Columbus Orlando et DC United Red Bulls. Et tu vas au week-end suivant du 30. Montréal va où? Au Red Bull. Et Ouais. DC United reçoit Columbus, Orlando, Nashville. C'est-à-dire qu'en l'espace de 10 jours, ça va bouger, mais dans tous les sens complètement. Et ça, ce sera alors qu'il restera encore 2 matchs après qui peuvent encore rechanger les choses. Non, donc clairement, effectivement, j'ai rarement vu une course comme ça où tout peut être chamboulé. Regarde les Red Bulls qui étaient pas mal nulle part dans le profil il y a un mois. Ils sont en train de revenir. Et là, il faut faire attention parce qu'on le dit souvent, les équipes qui se trouvent sur une bonne lancée à un moment précis, juste Mhm. avant la fin du championnat, il faut les surveiller parce que c'est la dynamique qui se met en place. Les Red Bulls sont quoi, sur 4 victoires consécutives, là? Et donc, effectivement, c'est vraiment l'équipe wow, qui est en train un petit peu de rattraper tout le monde et qui met son coup d'accélérateur sur la fin de la saison. Donc, ouais, c'est totalement fascinant et ça explique aussi, euh, avec une saison qui a été un petit peu bizarre pour tout le monde et en particulier, encore une fois, pour Montréal, hein, quand même, Mhm. à quel point il y a quand même un champ. Si tu mets une équipe vraiment complètement à part,
à quel point il y a un champ qui est en train de s'égaliser vraiment de façon remarquable cette année. Depuis la mise en place du fameux Decision Day, le jour décisif où tout le monde joue en même temps, à la même heure, à la dernière journée, les gars, ça va être hallucinant. D'une minute à l'autre, dans cette Mhm. rencontre-là, tu vas avoir des équipes qui vont être exclues des séries, ramenées en série, exclues des séries, ramenées en série. Ça va être pour moi, là, de Bien. loin, le Decision Day le plus excitant qu'on a depuis que ça a été mis en place. On a le temps de jouer du ballon depuis ce temps-là, même que le Canada a le temps de jouer du ballon d'ici ce temps-là parce qu'il va y avoir la trêve internationale avant les deux dernières rencontres du côté du CF Montréal. Ces deux rencontres-là seront contre Houston d'abord et contre Orlando lors de la dernière journée. Sid, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est là aussi qu'on prend conscience, de l'importance de la conférence Ouest. Cette année, avec les ajustements du calendrier, 90 des matchs, voire plus, sont intraconférences. Donc, il y a cette forme d'homogénéisation qui se Mhm. crée et par exemple, là, Minnesota qui bat Philadelphie, on n'en a pas. Mhm. C'est ce type de situation-là, en tout cas moins que les années précédentes qui permettaient un petit peu justement de filtrer les très bonnes équipes, des moins bonnes, des médiocres, avec ces déplacements entre conférences. Là, tout le temps, à chaque semaine, toutes les équipes se mangent tout le temps entre elles parce que le calendrier a été fait pour minimiser les déplacements entre la conférence Est et la conférence Ouest. Ouais, tu dis qu'on n'en a pas. Il y a quand même Houston qui s'en vient au Stade Saputo. On va attendre un peu pour voir, pour voir ce qui va s'en venir avec le CF Montréal. On va essayer de ne pas jinxer la chose si ça ne dérange pas, Sid. Parlant du Stade Saputo, il commence à y avoir encore des discussions autour d'amélioration au stade. Là, il y aurait des focus group avec le club qui regarderait comment apporter des améliorations à ces tribunes d'abord, comment réorganiser les groupes de supporters après l'exclusion des Ultras et des autres groupes de la section 132 qui est toujours fermée, comment on pourrait créer des sections VIP pour amener des revenus supplémentaires. Ça, c'est un élément dont Kevin Gilmore avait parlé très tôt à son arrivée à la présidence de l'équipe. Quand tu entends ça, Sid, parce que moi, ça vient beaucoup me chercher, euh, pour des raisons très précises et très 2021. Quand tu entends ça, d'abord, est-ce que c'est d'intérêt pour toi ou si c'est un côté business, faites ce que vous voulez, puis nous, on se concentre sur le sportif? Ou est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent là-dedans? Et si c'est le cas, c'est quoi les priorités pour les améliorations au stade? Alors, oui, c'est d'intérêt, mais malheureusement, je ne suis pas dans ces conversations-là. J'avais, pas été convié à la dernière fois où José Saputo avait parlé des aménagements, Mhm. prévus au stade. Donc, par exemple, j'aurais aimé avoir un point de comparaison entre ce qui se discute dans ces dernières semaines et ce qui était prévu, il y a quelques années. Et puis, et c'est vrai que, je pense pas que le stade soit considéré comme une expérience optimale par les gens qui y vont, sans que ce soit un mauvais stade ou que tu passes des mauvais moments. Mais effectivement, je pense que il y a une forme de modernisation qui est liée tout simplement à la date de création du stade et ses comparatifs dans le reste de la ligue et parfois même, je dirais, dans le reste du monde, puisque tu es toujours sensible à ce qui se fait ailleurs. Et lorsque tu vois, par exemple, les plans du dernier Nou Camp qui viennent d'être dévoilés cette semaine, où tu vois le nouveau Bernabeu dont a parlé Florentino Pérez il y a environ un mois et que tu vois des suites à l'intérieur, qui limite des hôtels et autres, des musées, forcément tu te demandes qu'est-ce qui se passe dans ta cour. Donc oui, c'est un enjeu, pour tous les clubs, pour Montréal en particulier, que ce soit aussi trivial que l'accès à des toilettes, que ce soit des sièges un peu plus couverts, que ce soit peut-être la présence aussi de sièges debout. Il y a quelques clubs dans la ligue qui sont allés dans cette direction. Tout ce qui va permettre de rendre un stade plus lieu de vie dans les concessions alimentaires, dans les choix de nourriture, dans les endroits où on peut plus rester, même en dehors même des sièges qui font face au terrain. Tout ce qui permet, voilà, au stade d'être un lieu de vie, c'est l'enjeu de beaucoup de clubs. Puis pour Montréal, on sait très bien que si le stade est un lieu de vie, on va y dépenser beaucoup plus d'argent, on va avoir le réflexe plus facile d'y aller au stade, quelle que soit la température, quels que soient les autres événements qui se bousculent au calendrier. Et c'est là où tu es peut-être encore moins dépendant du produit sur le terrain, même si c'est une continuité
Ouais. nécessaire et logique. Et c'est là où je pense que ça, c'est des enjeux qui sont. Donc, ouais, moi, oui, j'ai une curiosité par rapport à tout ça. Par contre, j'ai aucune idée dans quelle direction ça va en ce moment, c'est quoi les priorités et autres. Jean, une opinion là-dessus? Non, je suis pas mal d'accord avec Sid. Il y a clairement des choses à améliorer. Oui, j'aime bien la remarque que Sid fait sur le stade. Il y a des très bonnes choses dedans. Il y a un côté sympathique, ouvert, aéré. Il me semble par moments extrêmement exigu. C'est-à-dire qu'il y a cette zone qui est qui fait tourner vers le stade olympique, qui est suffisamment ouverte où les gens peuvent se retrouver. Le reste me semble extrêmement engoncé et ne donne pas envie de se retrouver, de faire autre chose à côté. Moi, c'est le côté convivialité déjà que je trouve est clairement amélioré. Effectivement, le reste, je ne sais pas exactement. Oui, certainement que des tribunes qui pourraient être un peu mieux protégées, sachant qu'on avance quand même, on a de plus en plus souvent des saisons qui durent, qui commencent tôt au mois de mars et enfin mars, avril, disons, pour les matchs au stade Saputo, et qui finissent tard. Donc, regarder ça aussi, ce serait, à mon avis, une chose intéressante. Ouais. Là, moi, les gars, je vois là-dedans une opportunité extraordinaire. Je me souviens de Don Garber qui est venu en 2019 à Montréal. Ça semble faire 25 ans de ça, là, 2019. C'est plus qu'avant la pandémie. Bref, ce serait intéressant de compter ça d'ailleurs. Une année de pandémie, ça vaut combien d'années dans la vraie vie? Un jour, on fera ces genres de calculs-là. Bref, Don Garber est débarqué à Montréal. Le commissaire de la Ligue s'en vient en ville en 2019 et commence à parler d'amélioration possible au stade. Une des comparaisons qu'il avait fait, c'était avec le stade de LAFC en disant c'est à peu près la même dimension. Ça, c'était de mémoire avant qu'on réduise de 1000 quelques places au stade Saputo. Tu avais à peu près 20 000 dans chacun des stades. Mais Garber avait dit du côté de LA, le stade est fait pour rentrer des revenus qui existent tout simplement pas au stade Saputo. Ça, je pense que c'est important. C'est des packages VIP, c'est des expériences qui sont différentes qui, personnellement, me parlent plus ou moins, mais je comprends qu'il y a un marché pour ça et ça élève le prestige de ton stade et de l'expérience des gens qui viennent, surtout des gens du monde des affaires ou qui ont un peu plus d'argent à dépenser. Super. Là où ça m'interpelle, par contre, c'est que là, c'est une opportunité en or de dire on s'en va où avec la cohérence du rebrand en début de saison. Moi, vous le savez, j'ai été principalement pour ce rebrand-là si on était vraiment cohérent jusqu'au bout et qu'on embrassait cette idée-là d'une nordicité que je trouve tout à fait légitime. Après ça, le choix du flocon, puis là, flocon, là, on ne va pas rentrer dans ces détails-là, même si je comprends là, que ça peut être quelque chose qui est un sujet de discussion important. Là où je veux en venir, c'est que on va-tu jouer une finale de. C'est là ma grande question. Ta finale de MLS Cup l'année prochaine ou dans 2 ans, si tu la joues à Montréal, peux-tu la jouer au Stade Saputo? Et si tu ne peux pas, est-ce que c'est parce que tu n'as pas fini des travaux, des améliorations quelconques, ou c'est parce que tu vas toujours rentrer au Stade olympique parce que tu considères que le Stade Saputo, ben, c'est pas soit à la hauteur de ces occasions-là ou assez grand pour les revenus que tu voudrais retirer d'un match comme celui-là? Si la réponse est Stade olympique, moi, là, je commence à avoir de la difficulté avec le Ouais. rebrand parce que je trouve pas ça cohérent que tu rentres en Non. dedans avec un flocon sur la poitrine, un Samuel Piette dans un bain de glace quand tu dévoiles ton maillot et que là, au moment où tu es au sommet de ta nordicité, au plus haut de ta saison, en séries éliminatoires, tu dis, hey, la gang, le terrain n'est pas chauffé, donc on peut pas jouer dessus. Les toilettes, parce que c'est vraiment des enjeux importants. Là. Puis je ne suis pas en train de banaliser ça. C'est un chantier monumental si tu veux faire en sorte que tu peux utiliser ton stade du début à la fin de la saison. Et Garber, en 2019, disait aussi, à court terme, là, il ne prévoyait pas la pandémie, Montréal doit être prêt à recevoir des matchs de MLS en mars. Je ne sais pas lequel de vous deux tantôt a dit mars ou avril. Garber est on the Ouais. record. Il a dit publiquement Mhm. en mars. Après, est-ce que ça, il s'était trop avancé? Est-ce que c'est quelques semaines en avance? Peu importe. La réalité, c'est qu'il fait encore froid au mois d'avril, il fait froid à la fin mars, et tu pourrais jouer des matchs-là, des matchs où tu aurais un avantage pour moi de jouer où il fait froid, avec une pelouse chauffée, évidemment, avec des toilettes qui fonctionnent, avec des bancs qui ne cassent pas. Donc, toutes ces améliorations-là pour rentrer des revenus supplémentaires, moi, je suis pour chapeau.
et j'espère qu'on va trouver un terrain d'entente avec la ville pour la manière de taxer ces améliorations-là. Mais dans le concret, comment ça se rattache au rebrand? Et j'espère qu'on va utiliser ça pour montrer qu'on va mener à terme cette idée-là. Si après ça, comme je vous dis, quand il fait froid ou quand il neige, on rentre en dedans, là, j'ai de la difficulté à me rattacher à cette idée-là d'image qu'on a voulu aller chercher. Bref, ça va faire plaquer plutôt que vraiment incarner. Je ne sais pas s'il y en a un de vous deux qui va ajouter quelque chose ou... Non, t'as totalement. J'aimerais rajouter quelque chose, c'est que on a eu l'occasion d'assister au lancement du livre de Patrice Bernier cette fin de semaine. On s'y est croisés au lit. Et c'était la tribune sud-ouest, donc c'est dans le virage qui est le plus proche de 132 pour situer un petit peu ceux qui connaissent la configuration du stade. Puis j'ai trouvé ça très agréable, cette zone du stade qui est comme une forme de lounge. Et lorsque je parle de rendre le stade lieu de vie, c'est ce type d'expérience-là qu'un stade moderne doit être capable d'offrir, et ça, ce soit à plusieurs niveaux. Si on parle de visionnement de matchs, d'organisation de soirées. Donc ça, c'est des choses, qui ont rien à de voir, conférences. Exactement. Exactement. Qui n'ont rien à voir avec le match, là, qui n'a rien à voir avec des événements Non, du CF. non, c'est comme exactement. C'est de arriver à faire en sorte que ce soit un réflexe pour la cause de penser au Stade Saputo pour des événements. Donc ça c'est une forme de modernité dont je parle, mais qui est aussi en parallèle avec l'expérience match des personnes. Et on est quand même assez chanceux au Stade Saputo. On voit bien d'à peu près partout. C'est un stade qui quand même qui se remplit rapidement. On est aussi capable de sortir rapidement du stade. Maintenant, c'est plus ce qui se passe en dessous des tribunes qui est peut-être à améliorer, avec effectivement, comme tu as dit, la fameuse pelouse chauffée et le toit, mais qui sont des sujets qui existent depuis pas mal d'années déjà. Et à ma connaissance, juste sur le toit, je pense qu'il y a quelques années, on était allé, je ne sais pas si Joey Saputo lui-même était allé, mais je sais qu'il y a une équipe de l'Impact à l'époque avec, sauf erreur, des architectes même qui étaient allés en Hollande, qui étaient allés en Italie aussi pour voir comment on pourrait peut-être s'inspirer de ce qui se fait là-bas, de l'architecture là-bas aussi pour peut-être apporter des améliorations, mais surtout prolonger le toit du stade. S'il y a un match qui nous a rappelé que ce toit-là est relativement court, c'est bien le match de samedi dernier où ça a été une pluie battante, hallucinante. D'ailleurs, chapeau à tous les supporters qui se sont présentés là. C'est juste pour conclure là-dessus. Tu parles de l'espace lounge, des mariages au Stade Saputo, non? Yeah. Pourquoi pas, ou des photoshootings. Il faut que ce stade il vive entre deux matchs, que les personnes aient envie justement de faire des activités entre les matchs, quel que soit le type d'activité, que ce stade-là soit un lieu iconique de Montréal. Donc ça, c'est pas demain la veille, mais de travailler en ce sens-là pour créer toutes les activations, les partenariats et les aménagements nécessaires. Oui. Jean, l'équipe nationale féminine qui joue contre la Nouvelle-Zélande, 2 matchs au cours des prochains jours. D'abord, samedi, du côté d'Ottawa, c'est Vanessa Gilles qui va être très heureuse de revenir à la maison. Ensuite, ça va être Gabrielle Carle et Evelyne Bien qui vont être heureuses de revenir dans la métropole avec un match, encore une fois, face à la Nouvelle-Zélande au Stade Saputo, mardi de la semaine prochaine. Qu'est-ce que ça te dit, cette tournée-là? C'est particulièrement intéressant pour Kristen Sinclair, par exemple? Oui, certainement. On est sur une fenêtre internationale féminine, hein. On sait qu'elles sont synchronisées avec celle masculine, qui est une bonne idée. Donc, c'était une tournée qui était prévue depuis quelques temps. Il y a possiblement quelques dates qui puissent se rajouter d'ailleurs en novembre pour couvrir, disons, un peu plus large tout le territoire. Écoute, c'est bien, oui, pour Christine Sinclair. Les Canadiens n'ont pas joué à domicile depuis 2 ans. Donc, et avec ce qui s'est passé depuis cette époque, c'est clairement le moyen de, je ne vais pas dire la rapprocher de son public, parce qu'il s'est passé quelque chose cet été où il y a eu clairement un rapprochement, mais au moins de partager ensemble quelque chose. Ouais, alors ça commence à Ottawa, parce qu'ils voulaient commencer dans la capitale nationale. C'est bien, c'est très bien.
de s'arrêter à Montréal tout de suite après parce il fallait le noter. Il fallait absolument être là. Il y a tendance un petit peu à partir un peu dans l'autre sens par moment. Rajouter des dates éventuellement, oui. Bon, la Nouvelle-Zélande qui est un partenaire, on sait parce qu'historiquement, il y a toujours eu un lien, historiquement, depuis 10 ans, c'est de là que vient John Oldman qui a un petit peu relancé tout le truc, Bev Priestman qui a été avec John Oldman pendant un moment. Donc il y a aussi quelque chose et une évolution qui est assez. Deux équipes bon, la Nouvelle-Zélande est nettement en dessous pour l'instant, mais elles ont joué quand même l'une contre l'autre régulièrement dans des grands tournois et dans des matchs amicaux. Il y a des liens particuliers avec cette sélection-là. Et pour le public, ouais, c'est venir saluer une équipe canadienne qui a été extraordinaire, qui a été absolument extraordinaire, qui doit avoir son autre moment de gloire, je dirais, à part qu'il y a eu au mois d'août, parce qu'elle est elle va vite, actuellement en tout cas, passer dans l'ombre des gars, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup des gars. Et que depuis un mois, toute l'actualité a focalisé sur les gars. Donc, c'est bien de le ramener, de dire qu'il y a aussi, parce que ça va venir super vite, une Coupe du Monde féminine qui va venir, genre 6 mois après la prochaine Coupe du Monde masculine, qu'on va rentrer dans des qualifications, etc. Donc, c'est bien de garder cette envie Pardon. C'est bien de garder le focus sur l'équipe féminine à un moment où, c'est vrai, l'année qui s'en vient risque d'être monopolisée par les gars. C'est ça que je voulais dire. Donc, il faut bien garder un petit peu le fait que on a deux équipes qui ont réussi des choses extraordinaires cette année pour essayer de continuer ensemble. Est-ce que Nike va avoir fait floquer des maillots à temps, Sid, pour en vendre un peu au Stade Saputo? On les a toujours pas trouvés. Ah, écoute, c'est toujours en prévision des ventes passées. Donc, s'il y avait des ruptures de stock, c'est aussi parce qu'il n'y en avait pas assez qui ont été achetés. Mais je pense qu'il y aura on allait toujours changer la médaille, la couleur de la médaille. Il fallait qu'ils anticipent ça un peu, Nike. Non, c'est beaucoup plus froid, mais c'est vrai que c'est une bonne, très très bonne chose comme rappelle Jean. Cette venue à Montréal, j'ai de nombreuses personnes qui autour J'allais de te moi qui demander. comptent aller qui compte aller au match par groupe. Parmi les filles que je côte, c'est vraiment fascinant. Les Carabins vont y aller en groupe. On a du côté des Griffons aussi, comme chez les U9, 50 personnes qui vont y aller. Tellement de communautés qui s'organisent, que ce soit dans le lac Saint-Louis, à Concordia, qui sont deux grosses associations régionales de soccer. Donc c'est le fun de voir cet engouement-là, et puis de garder le momentum des Jeux Olympiques, puisque très rapidement, on a la discussion au podcast. Oui, très bien, virgule, et après. Et c'est là où je pense que c'est très bien cette célébration. Les 22 filles qui étaient aux Jeux Olympiques seront présentes. Ça, c'est très très fort comme geste. On aura vraiment l'occasion de les voir de nos propres yeux. Donc je suis vraiment très excité par rapport à tout ce qui s'en vient pour le programme féminin. Et c'est des super bons exemples, Sid, que tu donnes, qui viennent principalement de la région de Montréal, mais j'ai hâte de voir le contingent qui viendra de l'Outaouais, qui viendra d'Ottawa parce que Vanessa Gilles a grandi là, ou a fait son secondaire là-bas, et aussi de la région de Québec. Gabriel Carl est de la Rive-Sud de Québec, Evelyne vient de Québec en soi, donc très, très hâte de voir les groupes qui vont se présenter. On enchaîne, les gars, avec notre segment en temps additionnel. Jean, est-ce que la Ligue des champions vient officiellement de prendre son envol seulement sur la journée de mardi? C'était quoi? C'était 35 buts en 8 matchs. On ne peut pas dire merci au Borussia Dortmund pour ça. On va dire merci à Ajax, par contre. Ça a été un match hallucinant dans une ambiance complètement folle Malade, hein? à Amsterdam. As-tu l'impression, parce que sur les premiers matchs, je ne sais pas si c'est parce qu'on était encore très les deux pieds dans les histoires de marché des transferts de Messi, Mbappé et compagnie. Comme le feeling que sur les 2 premières journées, il y avait des matchs de Ligue des champions, mais ce n'était pas encore parti. Là, c'est un feeling très personnel. J'ai le sentiment que ça vient de partir pour vrai à la 3e journée. Ben ouais, je le sens un petit peu pareil, effectivement. Les 2 premières journées, on semblait sortir ou même pas, c'était une sorte de prolongement de l'été. Il y avait eu l'Euro, les Jeux, il y avait eu toutes ces histoires de transferts, comme tu dis. Et là-dessus arrive la Ligue des champions. OK, bon,
il y avait une sorte de banalisation, rien qui allait faire vraiment grimper au rideau. Les 2 premières journées, à part un ou 2 petits coups, genre, mais tu vois, venant Shango, genre Sheriff Tiraspol, il y avait rien Real vraiment Madrid, ouais. d'exceptionnel là-dessus. Et là, d'un seul coup, oui, il y a comme un recadrage. Et puis, toutes les grosses équipes, d'un seul coup, se disent, bon, OK, voilà, business. On est mi-octobre, il est temps d'assurer. Et qu'est-ce que tu vois? Tu vois le Real et Barcelone aller chercher des points de façon impressionnante. Barcelone moins impressionnant, mais 3 points contre Kiev qu'il fallait absolument aller, sinon c'était la cata. Donc, il fallait les prendre. L'Inter qui se relance. Bon, tu as le cas de Dortmund, et Dortmund à Ajax, c'est toujours un. Tu sais, tu peux pas dire il y a un gros entre les deux et puis qui va assurer. Paris, même si c'est difficile. Liverpool qui va. Un match extraordinaire entre l'Atlético et Liverpool au niveau de l'intensité, au niveau de comment il s'est Mhm. segmenté début, milieu, deuxième mi-temps, qui était complètement fou. Ouais, donc tu as raison. Là, il y a eu au niveau de l'intensité, au niveau de la qualité générale, et au niveau évidemment des favoris, il y a eu un pas net qui a été franchi clairement. Et tu sais quoi, Jean, en t'écoutant, j'ai aussi le sentiment qu'on s'est réhabitué à voir des gens dans les estrades. C'est peut-être un peu ça aussi sur les premières journées. C'était comme une nouvelle, alors que là, je parle de l'expérience du côté d'Amsterdam. On est Mhm. revenu, puis là, je parle pas de la société de manière générale, là, mais on est revenu, du moins dans ce qu'on voit sur les images, à l'ambiance pré-pandémie. C'est peut-être ça qui donne un feeling de on a retrouvé la compétition. C'est Là, vrai. les matchs de Ligue des champions, c'est toujours quelque chose qui active les discussions autour du Ballon d'Or. Sid, ça fait avancer la conversation de quelle manière, ce qu'on a vu cette semaine? Pas tant en fait. Tu as Bon, 2 buts de on passe à un Jorginho, autre bon sujet. non mais c'est ça, tu as 2 buts de Jorginho qui je pense qui est revenu un peu dans souvent dans la discussion, je pense que c'est lui qui a le plus souffert de la Ligue des Nations et la défaite de l'Italie contre l'Espagne. Tu as le but de Messi, les 2 buts dont une Panenka, CR7 qui aura forcément aussi, une part de vote, à marquer. On a le Bayern qui explose le Benfica, donc avec Lewandowski et Benzema qui quand même trouve le moyen de marquer, je pense, le 4e but. Donc tous les favoris se sont signalés durant cette journée qui, en fait, j'ai regardé les stats, c'est la 3e journée la plus prolifique de l'histoire de la Ligue des Champions. Il y Ah a eu ouais? 59 buts Wow. 59 buts qui ont été inscrits et donc voilà, donc à chaque fois tu penses qu'il y a dans un match il y a un de ces favoris là qui vient marquer les esprits, mais après l'autre fait pareil, puis l'autre fait pareil, puis l'autre fait pareil. Donc c'est bon, mais c'est bien, une course au Ballon d'Or qui est d'autant plus ouverte qu'elle est quasiment un peu sur 2 ans, vu que l'an passé France Mhm. Football a décidé de pas attribuer le Ballon d'Or 2020. Donc oui, non, c'est vrai que il y a les locomotives à tout niveau, que ce soit au niveau des joueurs et même ceux dont on parle pas, comme un Mo Salah qui connaît un mois d'octobre Yeah. et de septembre phénoménal, mais qui est même pas dans cette discussion-là, mais qui s'invite forcément par ses performances. Donc tout le monde a répondu présent et c'est assez impressionnant, oui. J'ai l'impression, Sid, que Mo Salah, on n'avait pas prévu parler de ça, là, mais je veux t'entendre là-dessus. Ce gars-là, je ne sais pas si c'est sa personnalité, je ne sais pas si c'est le fait qu'il est tellement rapide, tellement. On le prend pour acquis. C'est pas un gars qui se met de l'avant comme les Neymar, les Mbappé, les Ronaldo et compagnie. C'est plus un gars du tempérament de Lionel Messi. En fait, je ne suis pas en train de comparer les deux. Là. Je parle juste du profil humain. Mhm. Est-ce que Mo Salah va être reconnu à sa juste valeur? Est-ce qu'il l'est d'abord en ce moment? Puis dans les livres d'histoire, est-ce qu'il va l'être? Parce que mon feeling, c'est que, tu l'as dit, on ne l'amène même pas dans la conversation. On dit, ah, ben, c'est juste une autre performance extraordinaire de Mo Salah qui a marché sur la défense adverse. Mais regarde ce que Ronaldo a fait. Oui, c'est vrai que, bah, il a pas cette espèce de, j'ai pas le mot en français, mais star power, que Mhm. ont, d'autres joueurs. Bah, après c'est oui, sa personnalité, l'institution dans laquelle il est. On en parlait déjà en 2019, lorsqu'on parlait du ballon d'or de Van Dijk, où je te disais que je trouvais que Liverpool a pas fait un bon travail de promouvoir, Le mettre de l'avant. ses joueurs et exactement et avec toute la communauté aussi de joueurs qui peuvent rassembler. Aujourd'hui, Jean doit être sensible à
ça. Enfin, la machine médiatique du Real Madrid derrière Benzema, c'est juste impressionnant. On a Claire, Figo qui vient de faire une sortie, complètement. Ronaldo, le Brésilien aussi. C'est hallucinant à quel point on pousse. On crée aussi des histoires, des documentaires. Ils ont des équipes, des agences qui sont très actifs pour ça. Et du côté de Liverpool, on a des joueurs qui sont, que ce soit Salah, que ce soit Firmino, que ce soit Mané, Van Dijk, on est toujours Mhm. sur le signe d'une discrétion, d'une humilité, qui fait que même leurs performances qui sont, je veux dire, assez hallucinantes. Salah est le joueur le plus rapide à atteindre la barre des 100 buts en première ligue. Et puis, Mhm. Liverpool, on Mhm. en parle assez. Enfin, les 5 dernières années de Liverpool, elle parle pour. Mais effectivement, il est un peu en dessous. Et Lewandowski, moi, je suis pas certain, pour rebondir sur ce que je disais par rapport à France Football, si c'est Messi ou Ronaldo qui connaissent l'année 2020 de Lewandowski, je suis pas certain que France Football décide de ne pas Non, attribuer le Ballon d'Or. Je c'est vrai. pense qu'il y a aussi une part de responsabilité. Enfin, non, pas responsabilité, c'est pas le bon terme. Mais il y a une part qui est due aux personnalités de ces joueurs-là, qui sont moins bankable, tout simplement. Et puis, on le voit là avec Mbappé et Haaland, cette nouvelle génération qui commence aussi à occuper de manière assez massive l'espace médiatique. Et peut-être que on aura un Phil Foden qui sera mis de côté, un Pedri qui sera mis de côté, et que parce qu'ils sont peut-être encore, pour l'instant en tout cas, moins médiatisés. Et Oui, c'est dommage pour oui. Mo Salah, c'est très dommage parce que Klopp commence à le dire, peut-être un peu trop tard, mais il faut qu'ils soient poussés par leur environnement, ça c'est certain. Marketing. Marketing. C'est le Ballon d'Or Claire. est une opération de relations publiques en partie. C'est Sidney Fowler qui vous le dit, puis c'est moi qui vous dis Oui. il y a pas mal raison en même temps. Euh, on va parler Newcastle comme c'est rendu notre habitude maintenant depuis cette fameuse ce changement de. Mais c'est vrai, pareil, je vous le dis, là, moi, je vais être obsédé par ce club-là. Là, Steve Bruce est parti d'un commun accord. Mais mettons que l'accord, c'était plus celui du club que celui de Steve Bruce lui-même. Il faut dire que ça allait pas bien. Ce n'est pas une équipe qui est en troisième place, tout d'un coup, des nouveaux propriétaires. Non. Puis là, on met le coach dehors. Mais comment tu as vécu cet épisode-là, Jean? Parce que Steve Bruce, c'est un gars qui a la sympathie pour son parcours de joueur, pour son parcours de coach aussi. C'est pas un Pep Guardiola, c'est pas un Jürgen Klopp ou un José Mourinho, ça c'est clair. Mais c'est justement ce qui fait en sorte qu'on a mal pour lui en Angleterre de le voir partir de Newcastle avec l'arrivée des nouveaux propriétaires. Non, clairement, c'était c'était vraiment un lien avec une sorte de football à l'ancienne. Il était du Manchester United, mais c'était certes de Manchester United à l'époque de Ferguson, mais Ouais. c'était pas côté Cantona, Mark Hughes. C'était vraiment les gars qui courent, qui vont tous les jours, toujours à l'heure à l'entraînement, qui font le truc, hop, qui sont extrêmement réglo. Il n'y a jamais un truc de travers, c'est toujours là. Et c'était la régularité absolue, Steve Bruce. Mais clairement, c'était pas le gars qui allait, oui, te mettre un retourné dans la surface et puis voilà. Donc, c'est vraiment l'entraîneur un petit peu à l'ancienne, l'entraîneur qui est clairement pas du tout en phase avec le projet qu'on veut nous présenter à Newcastle. Même si lui s'est toujours battu en disant que toute sa famille vient de là et que c'était vraiment l'endroit où il voulait être, que ça a été extrêmement pénible depuis 2 ans et d'ailleurs que ça a été tellement lourd que lui, il envisage carrément de prendre sa retraite et pas de continuer dans ce milieu-là. J'ai trouvé ça dur parce que ça fait, on le dit ici, mais ça fait 2 semaines qu'on attend tout simplement que ça, au sens où on sait que ça va arriver et on est déjà en train ça fait 2 semaines qu'on passait déjà un petit peu à la suite. Il suffisait je dirais, d'attendre le moment où ça allait être confirmé. On a attendu que Steve Bruce soit à la tête de l'équipe pour son millième match pro et Mhm. que ce soit quelque chose d'un petit peu plus donc pour faire un petit peu passer, que ça vienne au moment après une défaite contre Tottenham et un moment où le club est vraiment pas bien. Bon bah, je t'ai dit, je pense que on s'y attendait et que on était vraiment à attendre de passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ça va être avec qui? On en parlait déjà. Ce sera qui? Bon, il semble qu'il y a quelques noms
qui reviennent là maintenant, hein. Il y a Paulo Fonseca qui était à la Roma. Il y a et puis les Frank Lampard, Roberto Martinez. On va retomber pour l'instant sur les mêmes, comme tu disais ou comme Sid disait la semaine dernière. La situation de Newcastle fait que tu vas pas aller chercher, tu peux pas aller chercher vraiment top actuellement parce que disons que c'est une étape encore trop loin, mais tu vas chercher déjà un gros gars. Là, je pense que Newcastle se prépare avec tout ce qui vient et tout ce qui est en train de se mettre en place au niveau financier. Si on n'a pas le temps de revenir dessus, mais là, la Première Ligue a vraiment essayé de mettre un premier stop au processus qui permettrait à un club de se gonfler de façon Artificiel. artificielle à travers des faux deals publicitaires, hein. C'est-à-dire une compagnie On va juste le préciser, ça, puis tu as raison, on en fera peut-être un sujet la semaine prochaine, mais juste pour préciser, dans le fond, c'est que c'est le fonds d'investissement de l'État saoudien qui est propriétaire du club, d'accord? Et là, ce qu'on voudrait faire, c'est utiliser des compagnies qui sont soutenues par l'État pour venir commanditer le stade. Le problème là-dedans, c'est que ça va contre le fair play financier parce que c'est comme si toi, tu étais en train de dépenser toi-même alors que tu fais semblant que c'est des revenus, mais c'est, à vrai dire, des dépenses d'une certaine manière. Bref, tout dépend de ton angle pour percevoir cette circulation d'argent-là. Donc ça, c'est la première chose. Et l'autre chose dont on parle peut-être un peu moins, surtout du côté des clubs, c'est l'image que ça donne parce que c'est de l'argent saoudien avec tout ce que ça peut amener comme conversation d'un point de vue humain, d'un point de vue social. Bref, je voulais juste apporter une petite précision parce que tu fais tellement bien de le souligner, c'est vraiment complexe ce qui est en train de se passer et ce qui s'en vient parce que tu as des clubs qui se braquent. Un, parce que sportivement, ils savent que ça peut être un tsunami, ce qui s'en vient avec Newcastle, qui peut vraiment s'inviter au party dans le haut du classement. Et deux, parce que tu vas avoir de la pression des groupes activistes, du gouvernement, comme on l'a vu pendant la pandémie, par exemple. Oui, absolument, absolument. Et c'est pour ça que là, donc on va voir ce que ça va donner parce qu'il y a beaucoup de mouvements. Et la dernière chose que je voulais dire, c'est que justement, là, Newcastle a besoin de bouger dans la mouvance du départ de Bruce et qu'on attend une grosse enveloppe supérieure à... Je pense qu'ils peuvent aller jusqu'à 150 millions de dépenses durant la fenêtre d'hiver. Or, ça va y avoir une urgence. Donc, il faut s'attendre déjà à ce qu'il y ait une barre qui soit mise assez haut très rapidement par Newcastle, dans les limites de ce qu'ils vont pouvoir faire, bien entendu, avec ce qu'on vient de dire. L'entendez-vous déjà? L'appel de Mino Raiola? Oh, yeah. Oh, yeah. Et Georges Mendes. Ils sont tous sur speed dial. Oui, allô, Newcastle, bonjour, j'ai des joueurs à vous proposer. Ça me ferait plaisir de vous donner un petit coup de pouce. Vas-y, Sen. Oli, tu as entendu l'appel de Mourinho qui nous rappelle qu'il a travaillé de nombreuses années avec Bobby Robson et qui garde Newcastle très proche dans son cœur et donc pour l'instant il a la Roma, mais il a fait une petite piqûre de rappel. Non, s'il vous plaît. La seule chose que je comprends... Non, s'il vous plaît. Non, je peux pas croire. Non, mais sérieusement, là. Tu penses? Pas tout de suite. Mais je pense pas, mais j'ai trouvé ça cocasse en entrevue qui effectivement, c'est vrai qui a travaillé sur Robson et qui est une grosse figure de Newcastle. Et puis, je me suis dit, c'est quand même assez ironique que tu nous rappelles ça maintenant. Mais peut-être. Mais tu sais, genre, comme, je vais faire très très court, excuse-moi, mais le fait qu'ils aient congédié Steve Bruce de cette façon-là fait en sorte que je trouve qu'ils auront peut-être des méthodes très agressives et que des personnes comme Mourinho pourraient s'inscrire dans l'histoire de ce club avec ce type de méthode. Moi, j'étais très curieux de voir comment ils allaient agir d'un point de vue managérial et je trouve que même si oui, tu as rappelé, ils sont 19e, Newcastle, ça va pas très très bien, mais je trouve que ce geste-là en dit long sur la façon dont le club va être géré dans les prochaines années. C'est très bien que José Mourinho va attendre que cette équipe-là soit confortable, dans le ventre mou ou dans le top 10. Il ne viendra pas faire un tour avec une équipe qui est 19e pour peut-être se ramasser en championship. Là, les gars, je ne peux pas croire que vous nous avez ramené sur le dossier José Mourinho avec tout ça. Ça me fait
halluciné. Bon, on va tout de suite passer au sujet chaud si ça ne vous dérange pas. Je me suis déjà énervé un petit peu tout à l'heure là, avec d'autres choses. On va y aller avec une première Mhm. question, celle de Danny Nguyen. On y va avec toi, Jean. La situation de Manchester United fait jaser. Malgré la victoire d'hier, il est clair que tout n'est pas au beau fixe. Beaucoup de gens se demandent si Ole Gunnar Solskjaer sait comment composer avec un groupe aussi bien armé. Où est-ce que le problème se situe? À quel endroit se situe le problème selon vous? Wow. Je pense que oui, c'est assez bien posé comme question dans la mesure où Solskjaer, on en a déjà parlé ici, il a pas mal le groupe qu'il voulait hein, depuis qu'il est en place maintenant. Écoute, euh, et il a pu faire le recrutement et les demandes qu'il a voulu. Donc, ça, au niveau des manques qu'il pourrait y avoir dans l'équipe, on ne peut pas vraiment dire euh, c'est pas sa faute. Il a clairement donc les gens qu'il a voulu. Et il y a clairement des problèmes dans cette équipe-là. Offensivement, tu vois que ça peut dérouler, mais beaucoup de clics individuels, que ce soit évidemment Cristiano Ronaldo, mais Cristiano Ronaldo, je le garde à part parce qu'il a été acheté pour ça. En gros, c'est pour te mettre un ballon au fond Mhm. quand il faut sur les 10 dernières minutes, tout à fait dans le profil United, plus le côté un petit peu souvenirs, etc., qui colle bien avec Solskjaer. Mais ça, c'est encore autre chose. Mais Rashford, bon, l'année dernière, c'était Cavani. Offensivement, il y a toujours tout ce qu'il faut. Bruno Fernandes, même si il ne connaît pas forcément une année aussi extraordinaire, flamboyante que l'année dernière, mais tout ça, ça va. Pogba à l'occasion. Et là, au moment où on parle de Pogba, on commence à revenir toujours sur les mêmes discours. Et c'est quand même, United là, il est pareil. Un coup vraiment top, un coup capable de se sortir les tripes et puis d'aller chercher un match comme contre l'Atalanta, où c'était vraiment, voilà, c'était du vintage United complètement. Là, tu rentres dans le narratif Solskjaer de la grande époque, etc. Ou l'équipe qui s'écrase comme elle a fait à Young Boys, ou comme contre Leicester. Mais je pense que le match à Young Boys était quand même pas mal plus net que ça, et avec des gros problèmes en particulier au milieu de terrain, où tu vas avoir bien, tu as rechangé toute ton équipe. Tu es allé prendre des gars, comme tu dis, Fernandes, Pogba, et tu fais des efforts d'investissement. Tu te retrouves toujours avec Matic, McTominay et Fred au milieu de terrain. Je pense que là, il y a quand même un problème au niveau de la vision et de regarder comment les choses vont se développer qui manque. Et que malgré tout ça, eh ben, cette équipe-là, par moment, elle soit encore dominée, elle soit encore bousculée, et en particulier par des plus grosses équipes. Parce que pour l'instant, on parle de gros coups que United fait. J'attends d'en voir, et on va avoir l'occasion d'en parler parce qu'il y a quelque chose de gros qui s'en vient. J'attends de les voir là maintenant face à des très grosses équipes, contre City, contre Liverpool, contre Chelsea. Surtout contre Chelsea d'ailleurs, qui va pas venir, le genre d'équipe qui va pas venir trop les chercher. Il y a ce gros match qui vient contre Liverpool en fin de semaine. Bon, on va voir quelque chose. Sid, on y va avec une question de Christophe maintenant qui nous ramène dans le giron du CF Montréal. Christophe demande qu'est-ce qui permet à Joaquin Torres d'être toujours titulaire indiscutable malgré ses performances plutôt décevantes. Certes, le nombre de joueurs offensifs est restreint, mais il y a sûrement d'autres combinaisons possibles. Là, il y a deux choses là-dedans. Un, tu peux être d'accord ou en désaccord avec la prémisse de base de la question de Christophe. Et ensuite, ben, y répondre si tu es d'accord avec lui que les performances de Torres sont décevantes. Oui, effectivement, comme Christophe, il a beaucoup d'éléments de réponse dans sa question. Il y a une concurrence qui n'est pas là. Les blessures de la Palainen, notamment, les blessures de Kyoto, la mise à l'écart relative de Balou, la blessure de Toy, enfin en sorte que rapidement tu te retrouves dans un secteur offensif qui est pas très garni. Puis Torres, il a montré des gros signes de fatigue il y a déjà un gros mois. Je me souviens d'un match vraiment médiocre contre Columbus. Mais après, juste derrière, contre le New England, il marque le but. Donc tout de suite, Mhm. il se relance un petit peu. Il fait une passe après décisive contre Atlanta. Après, il retombe le match contre l'Union, c'est pas trop ça. Pareil contre là, bon, hier non plus, c'était bon. Mais
peut-être que Wilfried Nancy pense déjà au fait que le dernier match contre Toronto, il avait marqué. Donc là, peut-être que samedi, il remarquera à nouveau. Il arrive toujours, lorsque on se pose véritablement la question de mais en fait, pourquoi lui, il est titulaire match après match, à faire un petit une passe ou un but qui remet une pièce dans la machine avec une concurrence qui n'est tout simplement pas là pour le moment. Donc, Torres, c'est quand même 5 passes, 4 buts depuis le début de l'année. Sachant qu'il a joué à partir de quoi? Juin, si je C'est ça. m'abuse. Ouais. Non, Donc, attends, je veux juste le préciser, ça, parce que tu fais tellement bien. Je pensais même pas à ça, moi, dans mes réflexions. Il a commencé à être titulaire le 17 juillet. Avant ça, il avait joué un total, Juillet. si je me souviens bien, de 22 minutes sur la Des première bouts de portion de match, sa ouais. Mhm. Ouais, donc c'est un rendement qui est plutôt satisfaisant. Après, il a un profil qui est forcément frustrant. Les joueurs qui portent énormément le ballon et qui provoquent, et dont il faut pas oublier qu'ils ont le mandat de provoquer. Torres, il n'est pas juste dans un parc, c'est pas un joueur égoïste dans un parc. C'est un joueur qui a le mandat de provoquer parce que son profil et tactique répond à un besoin pour l'équipe. Ces joueurs-là, quand ils sont pas en réussite sur le dribble, j'ai regardé un petit peu ses statistiques. Le dribble, là, il a 49%, donc en fait, voilà, il rate un dribble sur 2. C'est normal que on crée une forme de frustration d'un point de vue des partisans. Maintenant, voilà, je pense pas qu'il est si problématique que ça, Torres, en toute honnêteté. C'est plus, quand on parle de combinaison, j'aime bien le mot de Christophe. C'est vrai que moi, je suis un peu plus dérangé parfois par l'absence de profondeur dans les profils des joueurs, dans les zones qu'ils occupent, sur le terrain, le manque de tir. Il y a d'autres choses qui me dérangent en soi plus que le rendement même de Torres. Oui, et moi, je pense que pour répondre à cette question-là, c'est que Torres, bien que avec des performances inégales sur les dernières semaines, Torres a un X-Factor. Si Bjorn Johnson avait un X-Factor cette année, Torres, il y a des fois où il commencerait sur le banc, puis ce serait Mihailovic avec Johnson en attaque. C'est ça. Si Sunusi Ibrahim avait le même X-Factor qu'il a comme remplaçant alors qu'on lui donne des postes comme titulaire, je suis désolé. Wilfried Nancy sait ce qu'il fait. Il sait qu'on n'exploite pas bien la profondeur quand on joue seulement avec des milieux de terrain. Sunusi Ibrahim serait là dès le départ. Le truc, c'est qu'il n'y a pas, c'est pas un reproche, il y a 19 ans. Il n'a pas encore appris à s'imposer comme titulaire dès le début d'un match. Lui, il aime ça quand c'est un jet qui passe à pleine vitesse, pas une rampe de lancement avec un jumbo jet qui doit tranquillement prendre son envol en début de match. C'est pas là que Sunusi Ibrahim, à ce stade-ci de sa carrière, est le plus percutant. Et Torres, à tout moment, tu sens qu'il est capable de t'éliminer un gars, qu'il est capable de se retrouver dans la surface de réparation. Il y a des matchs où il y a moins d'énergie, il y a des matchs où il y a moins de réussite, mais l'alternative, c'est quoi? Je pense qu'elle a la réponse peut-être à la question de Christophe. Question, une dernière, Jean, celle qui vient de Monsieur Foot. Encore là, il y a une prémisse de départ avec laquelle on peut être d'accord ou non. Monsieur Foot demande, le CF Montréal piétine en ce moment. Est-ce que c'est la peur des séries éliminatoires, un manque de leadership, des adversaires plus près qu'en début de saison? Avez-vous une autre explication? Jean, je te laisse répondre, mais moi, je commence en disant, guys, le CF Montréal piétine. T'as pas Mason Toy, 7 buts. Tu ne l'as pas depuis une éternité. Tu n'as pas Romel Kyoto, 8 buts. Tu en as marqué 43 au total. Là, tu viens déjà d'en garocher 15 aux poubelles. Bjorn Johnson, tu devais être plus dépendant de lui en début de saison. Finalement, tu ne l'es pas du tout parce que tu ne l'entres même pas sur le terrain, que ce soit dans le 11 de départ ou comme remplaçant dans le cas d'Orlando, alors que tu n'as pas d'attaquant. Lassi Lapalainen est blessé. Victor Wanyama n'est pas là au milieu de terrain. Je veux dire, en ce moment, si on piétine, c'est parce qu'on manque de perspective, là, on manque de contexte. Rudy, ton premier gardien, là, si on revient au début de l'année, là, 27e sur 27 dans les Power Rankings, tu vas chercher un point sur la route à Orlando. Tu as Philadelphie qui a quand même fait c'est une équipe qui est solide d'année en année. C'est pas une des grosses cylindrées, mais tu fais quand même match nul. Tu n'as pas perdu chez vous. C'est pas satisfaisant. Mais sachant qu'en plus, Clément Diop, ton gardien numéro 1, il est même plus là depuis des mois. C'est un autre gars qui est venu. Tu as un Mathieu Chouanière qui joue à gauche, qui joue à droite. J'ai l'impression qu'on a comme oublié, est supposé d'être où, cette équipe-là? Être dans la course aux séries à ce stade-ci de l'année, tu aurais signé n'importe quand
avant que la saison commence. Wilfried Nancy est à sa première année. Tu as 8 buts qui ont été marqués par des remplaçants en cours de rencontre. C'est un record en MLS pour une équipe à Montréal et je faisais le calcul très rapidement. C'est facile autour de 10 points que tu es allé chercher grâce à des remplaçants comme celui que tu as accroché face à Philadelphie grâce au but de Sunusi Ibrahim dans les dernières secondes samedi dernier. Écoute, ça, c'est mon opinion. Jean, à ton sens, as-tu le feeling que cette équipe-là, peut-être ne serait-ce que d'un point de vue comptable, piétine? Et si oui, comment tu l'expliques? Ouais, d'un point de vue comptable, oui, si tu regardes comme ça. Et je te rajouterais même, tu peux même rajouter un défenseur qui était un pilier durant la moitié de saison et qui a disparu pour des raisons qu'on sait. Mais Non, il mais est certain attends, tu fais super bien. Tu parles de Kiki Struna, Yeah, qui est vacciné, pas vacciné, vacciné, pas vacciné, blessé au mollet. Bref, on yeah, ne va pas revenir là-dessus. Et Louis Binks, qui a été renvoyé à et Bologne en milieu Binks, d'année. Là, exact, tu nous aurais dit ça au début de l'année, exact, que Binks ne jouerait pas une exact. minute Je vois pas un cette match. année. Non. On aurait dit quoi? Non, non, totalement, totalement. Alors, c'est sûr que au départ, Piétine, quand effectivement, l'a fait la liste, tu dis bon, regarde, ils sont au cœur et ils sont au cœur. Alors, ça tombe bien d'en parler puisqu'on était justement en train de discuter que c'est une des courses les plus serrées et les plus malades qui En ait jamais plus, eu. Et t'es au cœur de cette course-là et tu es, je dirais, en position sans qu'elle soit avantageuse, mais tu pas négligeable. Tu es déjà dans la bonne tu as le partie du contrôle. classement Mhm. actuellement et tu as peut-être les moyens, parce que ton calendrier peut te permettre de regarder les choses, de te dire, OK, on a la possibilité de faire le truc. On a la possibilité de le faire. Donc, piétiner, non, oui, c'est ce que. Alors, ouais, au niveau des points, c'est un petit point ici, un petit point là. Un coup, Mhm. tu te dis c'est des points pris, un coup, tu te dis c'est des points perdus. Et quelque part, tu peux dire est-ce qu'on voit vraiment une progression par rapport à l'année dernière? Je pense que oui, je pense que la courbe est peut-être un peu moins visible. On pouvait s'attendre à une courbe de progression un peu plus nette, qui a sans doute été un petit peu mitigé en raison d'un certain nombre de choses dont tu viens de parler. Le fait qu'il y ait un nouvel entraîneur quand même qui est reparti sur un certain nombre de points qu'il voulait voir lui-même, même s'il y a une continuité quand même dans l'idée. Tu dis qu'au bout du compte, écoute, franchement, c'est une équipe qui, oui, ça va peut-être pas aussi vite. On est un peu impatient vis-à-vis d'elle, mais ça va, ça va pas mal quand même. Ça va pas mal. Il y a des choses qui se mettent en place. Oui, une équipe qui pour l'instant est aussi en train de trouver une certaine identité. Donc, ce qu'elle fait là, eh ben, ses adversaires vont commencer à la voir venir et vont commencer un petit peu à savoir comment la prendre et sont capables de la contrer. Maintenant, il faut lui donner un petit peu le temps de continuer à grandir. Je pense que là, le mois qui vient, c'est une occasion fondamentale. Phénoménale, pardon. Tu parles de la courbe de progression. Je serais curieux, moi, de prendre un match contre une équipe, un adversaire qui n'a pas beaucoup changé son effectif, là. Prendre la rencontre de l'an passé. Je n'ai pas la réponse à ça, mais je serais vraiment curieux. Prendre la rencontre de l'an passé, prendre une rencontre de cette année. Je pense qu'on prend un peu pour acquis. Puis ça a commencé avec Thierry Henry. Il faut lui donner du crédit pour ça. Commencer à jouer Bien. de derrière, par exemple. Si le travail Mhm. n'avait pas été fait sous Henry, Wilfried Nancy a une pas mal plus grosse job à faire en 2021. Mais je Ouais. pense qu'à ce stade-ci de l'année, avec 30 matchs de jouer, on le prend pour acquis, le fond de jeu. Mais ce fond de jeu-là n'a jamais existé comme ça depuis l'arrivée de Non, l'équipe en 2012. Puis je pense que rendu au mois d'octobre, ben, on le prend peut-être un peu pour acquis. Euh, mais bref, voilà, Monsieur Foot, c'était ma réponse à cette question-là. J'ai pas le même feeling que cette équipe-là piétine. Si on parle d'un point de vue comptable, je peux peut-être comprendre. Les gars, qu'est-ce que vous surveillez sur la prochaine semaine, Sid? Il y a pas mal de rivalités super intéressantes qui s'en viennent en Europe en particulier. Ah oui, on a le derby de l'Angleterre entre United et Liverpool. On a le classique entre PSG et Marseille. Et on a le classico sur nos ondes entre le Real et le Barça. Donc c'est une journée canapé ce dimanche. Donc je suis très très Et content. t'as Montréal-Toronto aussi. Tiens, c'est peut-être l'autre bord Et du t'as lac, ça, mais Effectivement. Montréal-Toronto. hein? T'as Pour Montréal-Toronto. Et je samedi. te rajoute, t'as Inter-Juventus, avec une Juventus qui d'un seul coup Effectivement. s'est réveillée. Et tu as Ajax, je vais pas Ajax PSV quand même, parce que on est déjà C'est après vrai, belle rivalité. 7-8 matchs de championnat aux Pays-Bas et ils sont déjà, eux, 50 points devant tout le monde. Donc,
PSV, ça va être quand même. C'est déjà le titre en octobre. Comme quoi, il n'y a pas juste en MLS qu'il y a des Rivalry Week. On fait ça en Europe aussi. Je le C'est répète. comme si, Il y a- c'est comme si les ligues avaient conspiré derrière les scènes pour nous offrir plus de spectacles. Tiens Non, donc. ça arrive jamais. Non, Ça, non. ça c'est comme les photos de Neymar, Messi et Mbappé. Ça arrive juste par accident dans le vestiaire après une victoire. Complètement. Les gars, merci. C'est toujours un plaisir. On vient de vous le dire. On vous présente le Classico sur nos ondes. Ça va être dimanche matin, 10h. FC Barcelone, Real Madrid en direct du Camp Nou. J'y serai à la description en compagnie de Jean. Il y a également Vandré Lefebvre qui sera là à l'analyse aux côtés de François-Étienne Corbin. Une rencontre qui est aussi disponible sur RDS Direct, comme tous les matchs qu'on vous présente de la Liga espagnole. Les gars, passez une bonne semaine. Merci. Toi aussi. Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous invite à continuer de poser vos questions sur Twitter avec le hashtag LDSF et de consommer et partager le contenu rds.ca/balado-diffusion, iHeartRadio et toutes vos plateformes préférées.